L'impôt. Une mère perd sa fille de 5 ans et découvre quelque chose qui change tout ce qu'elle pensait savoir sur la douleur. Que feriez-vous si votre plus grande souffrance cachait un sens que vous ne pouviez pas encore voir? Si cette histoire vous touche, laissez un petit cœur et abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire qui pourrait transformer votre regard sur la vie. Ce que Marguerite va découvrir dans les prochaines minutes va la mener d'un désespoir absolu vers une révélation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais comment une perte aussi dévastatrice peut-elle devenir une lumière pour d'autres âmes perdues dans l'obscurité? Restez jusqu'à la fin car la réponse va vous surprendre. Maintenant, commençons cette histoire qui commence par une fin. Le matin d'octobre entrait par la fenêtre de l'appartement du 6e arrondissement comme une intruse silencieuse. La lumière glissait sur les murs blancs, effleurait les cadres accrochés avec soin et venait mourir sur le parquet ciré que personne n'avait foulé depuis des semaines. Dans la cuisine, une tasse de café refroidissait entre les mains de Marguerite Leclerc. Elle ne la portait pas à ses lèvres. Elle la tenait simplement, comme on s'accroche à un bout de bois dans une mer déchaînée. Ses cheveux châtains, autrefois soigneusement coiffés chaque matin, tombaient en mèches désordonnées sur ses épaules. Ses yeux verts, jadis pétillants de cette vivacité parisienne, étaient désormais 2 lacs immobiles où plus rien ne se reflétait. 42 ans, architecte reconnu, autrefois passionné par les lignes, les courbes, la manière dont la lumière pouvait transformer un espace. Aujourd'hui, elle ne voyait plus rien. Le monde s'était vidé de ses couleurs le jour où Camille avait fermé les yeux pour la dernière fois. Camille, 5 ans et demi. Des boucles blondes qui dansaient quand elle riait. Une voix cristalline qui chantonnait des comptines le matin. Des yeux bleus comme le ciel de Provence où elles avaient passé leur dernier été ensemble. Le cancer était arrivé comme un voleur dans la nuit, sans prévenir, sans demander la permission. Leucémie lymphoblastique aiguë. Les médecins de l'hôpital Necker avaient prononcé ces mots avec cette compassion professionnelle qui ne console personne. 18 mois de chimiothérapie. 18 mois à regarder sa fille se battre avec un courage que même les adultes ne possèdent pas. Et puis, un matin de mars, Camille s'était endormie dans ses bras et n'était jamais revenue. Cela faisait maintenant 7 mois. 7 mois que Marguerite se réveillait chaque jour en espérant que ce soit un cauchemar. 7 mois qu'elle évitait de passer devant la chambre de Camille, dont la porte restait fermée comme un tombeau. 7 mois que son mari, Thomas, essayait de la ramener à la vie avec des mots doux, des gestes tendres, des silences compréhensifs. Mais Marguerite était partie quelque part où personne ne pouvait la rejoindre. Thomas travaillait au Muséum national d'histoire naturelle, comme paléontologue. Un homme patient, méthodique, habitué à reconstruire des mondes disparus à partir de fragments. Mais avec Marguerite, tous ces outils étaient inutiles. Elle s'était brisée en morceaux si petits qu'ils ne savaient plus par où commencer. Leur conversation se résumait désormais à des échanges pratiques. « As-tu mangé ? » ?»« Oui. Veux-tu sortir un peu ? » ?»« Non. » Leurs nuits étaient séparées par un gouffre invisible, même quand leurs corps partageaient le même lit. Ce matin-là, Thomas était parti tôt pour une conférence à la Sorbonne. Marguerite était seule, comme elle préférait l'être ces derniers temps. La solitude ne lui faisait plus peur. C'était devenu son seul refuge, le seul endroit où elle pouvait pleurer sans témoin, hurler sans être entendue, exister sans devoir faire semblant d'être encore vivante. Elle posa enfin la tasse sur la table et se leva lentement. Ses jambes la portaient par habitude, pas par volonté. Elle traversa le salon où les jouets de Camille avaient été rangés dans des cartons, hors de vue, mais jamais hors de son esprit. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda la rue en contrebas. Les Parisiens couraient comme toujours, pressés, vivants, insouciants. Comment osait-il être heureux alors que son monde s'était effondré? Le téléphone vibra sur le comptoir. Un message de sa sœur, Élise, qui vivait à Lyon. « Je pense à toi. Appelle-moi quand tu veux. » Marguerite ne répondit pas. Élise appelait chaque semaine depuis mars. Marguerite ne décrochait presque jamais. Que pouvait-elle dire? Qu'elle survivait.
Ce n'était pas vrai, elle se contentait d'exister, de respirer sans vraiment vivre. Puis, un autre message arriva, cette fois d'un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose dans le timing, dans l'étrangeté de ce contact inattendu, la poussa à ouvrir. « Madame Leclerc, je m'appelle Dr Anne Moreau. Je travaille à l'Institut Curie. J'aimerais vous rencontrer pour discuter d'un projet qui pourrait honorer la mémoire de Camille. Pourriez-vous me rappeler ?» Marguerite fixa l'écran pendant plusieurs secondes. Son cœur, engourdi depuis des mois, eut une contraction étrange. Honorer la mémoire de Camille. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Pourquoi quelqu'un qu'elle ne connaissait pas lui écrivait maintenant? Elle pensa effacer le message. Elle pensa bloquer le numéro. Mais quelque chose en elle, une petite étincelle qu'elle croyait éteinte, hésita. Elle relut le message 3 fois. Institut Curie. Le même institut où Camille avait été suivie pendant quelques mois, avant que la maladie ne progresse trop vite. Elle se souvenait des couloirs blancs, de l'odeur d'antiseptique, des regards compatissants des infirmières. Elle se souvenait surtout de la main de Camille dans la sienne, si petite, si fragile, si confiante. Sans réfléchir davantage, elle tapa une réponse. « Je peux vous voir demain. » Elle appuya sur « Envoyer » avant de changer d'avis. Puis elle s'assit sur le canapé, tremblante, ne sachant pas si elle venait de faire la chose la plus courageuse ou la plus stupide de sa vie. Dehors, les feuilles mortes tournoyaient dans le vent d'automne. Paris continuait de vivre, indifférent à sa douleur. Mais pour la première fois depuis 7 mois, Marguerite Leclerc avait fait quelque chose. Un petit pas. Une réponse. Un mouvement vers quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Et dans le silence de son appartement vide, cette étincelle fragile commença à brûler, presque imperceptiblement, comme une bougie allumée dans la nuit la plus noire. Le lendemain matin, Marguerite se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de l'espoir, non. Elle n'osait plus prononcer ce mot même dans ses pensées. C'était plutôt une inquiétude nouvelle, différente de celle qui l'étouffait depuis des mois. Une nervosité qui lui rappelait qu'elle était encore capable de ressentir quelque chose d'autre que le vide. Elle passa 1 heure devant son armoire à essayer de choisir des vêtements. Tout lui semblait faux. Trop formel, trop décontracté, trop coloré, trop sombre. Finalement, elle enfila un pantalon noir et un pull gris, des couleurs qui ne disaient rien, qui ne promettaient rien. Elle se regarda dans le miroir et vit une étrangère. Cette femme aux traits tirés, aux cernes profonds, aux lèvres qui avaient oublié comment sourire, ce n'était pas elle. Ou peut-être que c'était enfin elle, débarrassée du masque que la vie lui avait fait porter pendant 42 ans. Thomas était déjà parti quand elle quitta l'appartement. Il avait laissé un mot sur la table. « Bonne journée, je t'aime ». Elle plia le papier sans le lire vraiment et le glissa dans sa poche. L'amour. Un mot qui résonnait désormais comme un écho lointain. Une langue qu'elle ne parlait plus. Le métro ligne 4 la mena jusqu'à Montparnasse. Elle émergea de la station et marcha lentement vers l'Institut Curie. Chaque pas était une bataille. Chaque coin de rue lui rappelait les trajets qu'elle avait faits avec Camille, la petite main dans la sienne, les questions incessantes. « Maman, pourquoi le ciel est bleu? Maman, est-ce que les étoiles dorment? Maman, quand je serai guérie, on pourra retourner voir la mer ?» Marguerite serrait les dents et continuait d'avancer. L'Institut se dressait devant elle comme un monument de douleur. Elle franchit les portes vitrées et fut immédiatement assaillie par l'odeur. Cette odeur spécifique des hôpitaux qui vous colle à la peau et ne part jamais vraiment. Son estomac se noua. Elle faillit faire demi-tour, mais une voix l'interpella. « Madame Leclerc ?» Une femme d'une 50aine d'années s'approchait, cheveux courts, poivre et sel, yeux noisettes empreints d'une douceur qui ne semblait pas feinte. Elle portait une blouse blanche par-dessus un chemisier bleu marine. « Docteur Moreau, merci d'être venu. » Elles se serrèrent la main. La poignée du docteur était ferme, chaleureuse. Marguerite ne savait pas quoi dire. Alors elle ne dit rien. Le docteur Moreau sembla comprendre et lui fit signe de la suivre.
Elles traversèrent plusieurs couloirs avant d'arriver dans un petit bureau au 3e étage. Des livres s'empilaient sur les étagères, des photos d'enfants souriants ornaient les murs. Des enfants en rémission, sans doute. Marguerite détourna le regard. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Marguerite s'assit sur une chaise face au bureau. Le docteur Moreau ne prit pas place derrière son bureau, mais tira une chaise pour s'asseoir à côté d'elle, au même niveau. Un geste simple qui désarma Marguerite plus qu'elle ne l'aurait voulu. « Je sais que revenir ici doit être extrêmement difficile pour vous, » commença le docteur Moreau d'une voix posée. « Je n'ai pas connu Camille, personnellement, mais j'ai lu son dossier. J'ai vu les notes des médecins, des infirmières. Ils parlent tous d'une petite fille extraordinaire, courageuse, lumineuse. » Marguerite sentit sa gorge se serrer. Elle hocha la tête, incapable de parler. « Je vous ai contacté pour une raison précise, » continua le docteur. « Nous lançons un nouveau programme ici, à l'Institut, un programme d'accompagnement pour les familles endeuillées, pas une thérapie classique, quelque chose de différent. Nous voulons créer un espace où les parents qui ont perdu un enfant peuvent se rencontrer, partager, mais aussi transformer leur douleur en action, en mémoire, en aide pour d'autres enfants malades. » Marguerite fronça les sourcils. « Vous voulez que je parle de ma fille devant des inconnus ? » ?»« Non, » répondit calmement le docteur Moreau. « Je veux que vous rencontriez d'autres parents qui comprennent exactement ce que vous vivez. Sans jugement, sans conseils bien intentionnés mais inutiles, juste des gens qui savent ce que c'est de respirer avec un trou dans la poitrine. » Le silence s'installa entre elles. Marguerite regardait ses mains qui avaient caressé les cheveux de Camille pendant les nuits d'hôpital, qui avaient tenu les siennes pendant les piqûres, qui avaient essuyé ses larmes et ses sueurs froides. « Je ne sais pas si je peux, » murmura-t-elle enfin. « Vous n'êtes pas obligé de décider maintenant, » dit le docteur Moreau. « Je vous propose simplement d'assister à une réunion. Une seule. Si cela ne vous convient pas, vous ne reviendrez jamais. Mais si cela peut vous aider, même un peu, même juste à respirer un peu plus facilement, alors cela vaut la peine d'essayer. » Marguerite leva les yeux vers le docteur. « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Le docteur Moreau hésita, puis répondit avec une honnêteté désarmante. « Parce que j'ai perdu ma propre fille il y a 15 ans. Elle avait 7 ans. Tumeur au cerveau. Et pendant des années, j'ai cru que je ne survivrais pas à sa perte. Puis j'ai rencontré d'autres parents et j'ai compris quelque chose. Notre douleur ne disparaît jamais, mais elle peut se transformer. Elle peut devenir quelque chose qui a du sens. Pas pour oublier, jamais pour oublier, mais pour continuer à vivre d'une manière qui honore leur mémoire. » Les larmes montèrent aux yeux de Marguerite. Elle les retint, comme elle le faisait toujours en public. Mais quelque chose dans les mots du docteur Moreau avait fissuré le mur qu'elle avait érigé autour d'elle. « La première réunion a lieu jeudi soir, » dit le docteur, en lui tendant une petite carte avec une adresse. 19 heures. Dans une salle communautaire près du jardin du Luxembourg, pas ici. Nous voulions un endroit neutre, sans les fantômes de l'hôpital. » Marguerite prit la carte et la glissa dans sa poche. Elle ne promit rien. Elle remercia le docteur d'un hochement de tête et quitta le bureau. En sortant de l'Institut, elle marcha sans but précis. Ses pas la menèrent jusqu'au cimetière du Montparnasse. Elle n'y était venue qu'une seule fois depuis l'enterrement, incapable de supporter l'idée que Camille soit là, sous la terre, dans le froid et l'obscurité. Mais aujourd'hui, quelque chose la poussait à y retourner. Elle trouva la petite tombe sous un érable, une pierre simple avec un nom, 2 dates et une phrase que Thomas avait choisie. « Notre étoile éternelle ». Des fleurs fraîches étaient posées devant. Thomas venait régulièrement, elle le savait. Lui n'avait pas fui. Marguerite s'agenouilla et posa sa main sur la pierre froide. « Je ne sais pas quoi faire, ma chérie, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment continuer sans toi. Je ne sais même pas si j'en ai envie. » Le vent souffla doucement dans les feuilles de l'érable. Un merle chanta quelque part. La vie continuait, indifférente, cruelle, absurde. Marguerite ferma les yeux et pour la première fois depuis des mois, elle laissa les larmes couler librement, sans retenue, sans honte. Elle pleura pour Camille, pour elle-même, pour Thomas, pour tous les rêves brisés,
et les promesses non tenues. Quand elle rouvrit les yeux, le soleil déclinait à l'horizon. Elle se releva lentement, les genoux engourdis, le cœur encore plus lourd qu'en arrivant. Mais en quittant le cimetière, elle glissa la main dans sa poche et sentit la petite carte que lui avait donnée le docteur Moreau. Elle ne savait pas si elle irait jeudi. Elle ne savait pas si elle avait encore la force de chercher un sens à tout cela. Mais la carte était là, entre ses doigts, comme une possibilité aussi fragile qu'une flamme dans la tempête. Le jeudi soir arriva plus vite que Marguerite ne l'aurait voulu. Elle avait passé les 3 jours précédents dans un état second, oscillant entre la volonté d'y aller et l'envie de rester enfermée chez elle pour toujours. Thomas avait remarqué quelque chose de différent en elle, une agitation nouvelle, mais il n'avait rien dit. Il avait appris à respecter son silence. À 18h30, elle se retrouva devant son armoire, encore une fois paralysée par l'indécision. Finalement, elle enfila les mêmes vêtements que 3 jours plus tôt. Le pantalon noir, le pull gris, les couleurs de l'absence. Elle quitta l'appartement sans prévenir Thomas, qui lisait dans le salon. Elle marcha jusqu'au jardin du Luxembourg, alors que la nuit tombait sur Paris. Les réverbères s'allumaient un à un, dessinant des halos dorés dans la brume d'automne. Elle trouvait la ville presque belle ce soir-là, et cette pensée la fit se sentir coupable. Comment osait-elle trouver quoi que ce soit beau, alors que Camille ne verrait plus jamais un coucher de soleil? L'adresse indiquée sur la carte menait à un petit bâtiment discret près de la rue d'Assas. Une plaque à l'entrée indiquait « Espace Solidarité ». Marguerite hésita devant la porte. Elle pouvait encore faire demi-tour. Personne ne saurait. Personne ne la jugerait. Mais quelque chose dans son corps refusait de bouger, comme si une force invisible la maintenait là, sur le seuil. Elle poussa la porte. À l'intérieur, un petit couloir menait à une salle aux murs blancs. Une dizaine de chaises étaient disposées en cercle. 5 personnes étaient déjà assises. Le docteur Moreau se tenait près d'une table où étaient posés du café, du thé et des biscuits. Elle sourit en voyant Marguerite et s'approcha. « Je suis contente que vous soyez venue. » Marguerite ne répondit pas. Elle jeta un regard circulaire sur les autres personnes présentes. Un homme d'une 50aine d'années, aux épaules voûtées, fixait le sol. Une femme plus jeune, peut-être 30 ans, tripotait nerveusement un mouchoir entre ses doigts. Un couple se tenait la main, leur visage marqué par une fatigue qui semblait avoir pénétré leurs os. Et une vieille dame, cheveux blancs attachés en chignon, regardait dans le vide avec une expression indéchiffrable. « Asseyez-vous où vous voulez », dit doucement le docteur Moreau. Marguerite choisit une chaise un peu en retrait, près de la sortie. Au cas où, le docteur Moreau attendit quelques minutes, puis ferma la porte et vint s'asseoir dans le cercle. « Bonsoir à tous », commença-t-elle d'une voix calme. « Pour ceux qui sont là pour la première fois, je m'appelle Anne Moreau. Je suis oncologue pédiatrique à l'Institut Curie. Et j'ai moi-même perdu ma fille il y a 15 ans. Ce groupe n'est pas une thérapie au sens classique. C'est un espace de parole libre. Vous pouvez parler ou rester silencieux. Pleurer ou ne pas pleurer. Il n'y a pas de règles, pas de jugement. Nous sommes simplement des parents qui ont vécu l'impensable et qui cherchons un chemin pour continuer. » Le silence qui suivit était dense, lourd de toutes les douleurs contenues. Puis l'homme aux épaules voûtées prit la parole, sans lever les yeux. « Je m'appelle Bernard. Mon fils Hugo est mort il y a 3 ans. Il avait 9 ans. Leucémie. Et je ne sais toujours pas comment faire pour me lever le matin. » Sa voix se brisa sur les derniers mots. Personne ne dit rien. Personne n'essaya de le réconforter avec des platitudes. Ils hochèrent simplement la tête, reconnaissant sa douleur comme la leur. La jeune femme au mouchoir parla ensuite. « Moi, c'est Léa. Ma fille Chloé avait 4 ans. Tumeur au cerveau. Ça fait 1 an et demi. Et tout le monde me dit que je devrais aller mieux maintenant, que je devrais passer à autre chose. Mais comment on passe à autre chose quand une partie de soi est morte ?» Des larmes coulaient sur ses joues. Elle ne les essuyait pas. Le couple se présenta à son tour. Sophie et Marc, leur fils Mathis, 6 ans, emporté par un neuroblastome il y a 2 ans. « Notre mariage ne tient qu'à un fil, » dit Sophie d'une voix tremblante.
On ne sait plus comment se parler, on ne sait plus comment exister ensemble dans cette maison vide. La vieille dame resta silencieuse un long moment, puis murmura d'une voix cassée. « Jeanne, ma petite fille Emma, 8 ans, il y a 10 ans. Je pensais que le temps atténuerait la douleur, mais elle est toujours là, intacte, comme si c'était hier. » Puis tous les regards se tournèrent vers Marguerite. Elle sentit son cœur s'emballer. Elle voulait se lever et partir en courant, mais les mots sortirent, malgré elle, comme un barrage qui cède. « Marguerite, ma fille Camille, 5 ans, leucémie, il y a 7 mois. » Sa voix était à peine audible. Elle s'arrêta, incapable de continuer. Mais le docteur Moreau lui fit un signe d'encouragement. « Et comment allez-vous, Marguerite ?» La question était simple, presque banale. Mais personne ne la lui avait vraiment posée depuis des mois. Pas comme ça, pas avec cette attente sincère d'une réponse honnête. « Je ne vais pas bien, » dit Marguerite, et sa voix se brisa. « Je ne vais pas bien du tout. Je me réveille chaque matin en espérant ne pas me réveiller. Je regarde mon mari et je ne ressens plus rien. Je passe devant la chambre de ma fille et je n'arrive même pas à entrer. Je ne sais pas comment continuer. Je ne sais pas pourquoi je devrais continuer. » Les sanglots montèrent, irrépressibles. Elle cacha son visage dans ses mains. Et pour la première fois depuis la mort de Camille, elle s'effondra complètement, sans retenue, devant des témoins. Elle pleura comme elle n'avait jamais pleuré, avec une violence qui secouait tout son corps. Léa se leva et vint s'asseoir à côté d'elle. Elle ne dit rien. Elle posa simplement sa main sur l'épaule de Marguerite. Puis Sophie fit de même, et Bernard, et Jeanne. Bientôt, ils formaient un cercle autour d'elle, unis dans leur douleur commune, offrant la seule chose qu'ils avaient à donner, leur présence. Quand Marguerite releva enfin la tête, le visage trempé de larmes, elle vit leur visage, ces étrangers qui n'étaient plus des étrangers, ces gens qui savaient, qui comprenaient, qui ne lui diraient pas que le temps guérit tout, que Camille serait fière d'elle, qu'elle devait être forte. Il savait que toutes ces phrases étaient des mensonges bien intentionnés. « Je l'ai laissé partir », murmura Marguerite d'une voix brisée. Le dernier soir à l'hôpital, elle me serrait la main. Elle avait si peur, et je lui ai dit que tout irait bien. Je lui ai menti. Je lui ai dit qu'elle allait s'endormir et se réveiller sans douleur. Mais je savais qu'elle ne se réveillerait pas, et je l'ai laissé partir. Sa voix n'était plus qu'un murmure déchirant. J'aurais dû la garder. J'aurais dû me battre plus. J'aurais dû... Non, l'interrompit doucement le docteur Moreau. Vous avez fait exactement ce qu'une mère aimante devait faire. Vous l'avez accompagnée. Vous lui avez épargné la peur. Vous lui avez offert la paix. Mais elle est partie, sanglota Marguerite. Elle est partie, et je suis restée, et je ne sais pas comment vivre dans un monde où elle n'est pas. Bernard s'agenouilla devant elle. Ses yeux étaient rouges, son visage creusé par le chagrin. « Moi non plus, » dit-il simplement. « Moi non plus, je ne sais pas. Mais on est là, ensemble. Et peut-être que c'est suffisant pour ce soir. » Marguerite le regarda. Cet homme qu'elle ne connaissait pas il y a 1 heure, cet homme qui portait la même blessure, et pour la première fois depuis 7 mois, elle se sentit un peu moins seule dans son enfer. La réunion se termina tard dans la soirée. Les gens partaient lentement, à contre-cœur, comme s'ils savaient qu'en franchissant la porte, ils retourneraient dans un monde qui ne les comprenait pas. Marguerite resta la dernière avec le docteur Moreau. « Merci, » murmura-t-elle. « Vous reviendrez » demanda le docteur. Marguerite hocha la tête. Oui, elle reviendrait. Parce que dans cette salle, avec ses jambes brisées, elle avait enfin pu dire la vérité qu'elle ne survivait pas, qu'elle ne faisait que respirer, et que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. En sortant dans la nuit parisienne, elle leva les yeux vers le ciel. Les étoiles étaient invisibles, cachées par la pollution lumineuse de la ville, mais elle savait qu'elles étaient là, quelque part, dans le silence infini. Comme Camille, partie mais présente, invisible mais éternelle. Les semaines qui suivirent transformèrent imperceptiblement quelque chose en Marguerite. Elle retourna aux réunions chaque jeudi.
Elle écoutait les autres parler de leurs enfants disparus, de leur culpabilité, de leurs nuits blanches, et elle parlait aussi, de plus en plus, de Camille, de ses rires, de ses peurs, de tout ce qu'elle avait gardé enfermé en elle depuis des mois. Un soir, le docteur Moreau lui proposa quelque chose qui la prit au dépourvu. « Nous avons besoin de bénévoles à l'Institut. Des personnes qui pourraient accompagner les familles dont les enfants sont en traitement. Simplement être là, écouter, comprendre. Vous seriez parfaite pour cela. » Marguerite resta silencieuse. L'idée de retourner dans ces couloirs, de voir d'autres enfants malades, d'autres parents terrifiés, lui semblait insurmontable. « Je ne peux pas, » dit-elle finalement. « Prenez le temps d'y réfléchir, » répondit calmement le docteur. Mais cette nuit-là, Marguerite ne dormit pas. Elle pensait à toutes ces heures passées à l'hôpital avec Camille, à cette mère qu'elle avait croisée dans la salle d'attente, effondrée, et à qui elle n'avait pas osé parler, à ce père qui pleurait seul dans le couloir pendant que son fils subissait une chimio, à tous ces gens perdus dans leur cauchemar, exactement comme elle l'avait été. Le lendemain matin, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis la mort de Camille. Elle ouvrit la porte de la chambre de sa fille. L'air était figé, comme si le temps s'était arrêté. Le lit avec ses draps à motifs de licorne, les dessins accrochés au mur, les peluches alignées sur l'étagère. Marguerite s'assit sur le lit et prit dans ses bras le lapin en peluche préféré de Camille. Il sentait encore son parfum. Elle pleura. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de reconnaissance, reconnaissance d'avoir eu Camille pendant 5 années magnifiques, reconnaissance pour chaque sourire, chaque câlin, chaque « je t'aime maman » murmuré avant de dormir. « Tu me manques tellement » murmura-t-elle au lapin. « Mais tu ne voudrais pas que je reste enfermée dans ma douleur, n'est-ce pas? Tu voudrais que je vive, que j'aide, que je transforme cette souffrance en quelque chose de beau. » À cet instant, comme si l'univers répondait, un rayon de soleil perça à travers les rideaux et illumina la chambre. Marguerite leva les yeux et sourit à travers ses larmes. Un vrai sourire, le premier depuis 7 mois. Le soir même, elle appela le docteur Moreau. « Je veux le faire, je veux aider. » Il y eut un silence au bout du fil, puis la voix émue du docteur. « Je suis fier de vous, Marguerite. » La semaine suivante, Marguerite commença sa formation de bénévole. Elle apprit à écouter sans donner de conseils, à être présente sans envahir, à offrir sa force à ceux qui n'en avaient plus. Sa première rencontre fut avec une mère nommée Claire, dont la fille de 6 ans venait d'apprendre qu'elle avait une leucémie. Claire était exactement comme Marguerite 7 mois plus tôt, terrifiée, effondrée, perdue. Marguerite s'assit à côté d'elle et prit sa main. « Je sais ce que vous ressentez, » dit-elle simplement, « et je suis là. » Claire leva vers elle des yeux remplis de larmes. « Comment je vais faire ?» Marguerite inspira profondément. « Un jour à la fois, une respiration à la fois, et vous n'êtes pas seule. » Elle lui parla de Camille, de son courage, de sa bataille, et aussi de sa perte. Claire écouta, et pour la première fois depuis l'annonce du diagnostic, elle sentit qu'elle pouvait affronter ce qui l'attendait. En rentrant chez elle ce soir-là, Marguerite trouva Thomas dans la cuisine. Il préparait le dîner, comme il le faisait tous les soirs depuis des mois. Elle s'approcha de lui et l'enlaça par derrière. Il se figea, surpris, puis posa ses mains sur les siennes. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Non, » répondit Marguerite. « Mais je commence à croire que ça ira. Un jour. » Thomas se retourna et la prit dans ses bras. Ils pleurèrent ensemble, pour la première fois depuis des mois, leur douleur enfin partagée plutôt que séparée. Partie 5. La leçon. 6 mois passèrent. 6 mois pendant lesquels Marguerite accompagna une dizaine de familles à l'Institut Curie. Elle écoutait, consolait, partageait son histoire. Chaque rencontre était douloureuse, mais chaque rencontre lui rappelait aussi pourquoi elle était encore là, pourquoi elle devait être là. Un matin de printemps, elle reçut un appel de Claire.
la première mère qu'elle avait accompagnée. Sa fille Emma était en rémission. Les examens étaient bons. Les médecins étaient optimistes. Claire pleurait de joie au téléphone. « Sans vous, je ne sais pas si j'aurais tenu. »« Merci, Marguerite. Merci infiniment. » Marguerite raccrocha et resta longtemps assise, le téléphone entre les mains. Elle pensa à Camille, à sa bataille perdue, mais aussi à Emma, à sa bataille gagnée, et elle comprit quelque chose de fondamental. La douleur de perdre Camille ne disparaîtrait jamais. Ce vide serait là jusqu'à son dernier souffle, mais cette douleur pouvait avoir un sens. Elle pouvait devenir une force, une lumière pour d'autres dans l'obscurité. Ce soir-là, elle retourna au cimetière du Montparnasse. Elle s'agenouilla devant la tombe de Camille et posa des fleurs fraîches. Des marguerites blanches, les préférées de sa fille. « Tu sais, ma chérie, » murmura-t-elle, « j'ai cru que je ne survivrais pas à ta perte. J'ai cru que le monde n'avait plus de sens sans toi. Mais j'ai compris quelque chose. Tu es parti, mais tu n'as pas disparu. Tu es dans chaque famille que j'aide. Dans chaque mère que je console, dans chaque enfant qui se bat. » Le vent souffla doucement dans l'érable. Marguerite sourit. « Je ne t'oublie pas, je ne t'oublierai jamais, mais je choisis de vivre, de transformer cette souffrance en quelque chose de beau, parce que c'est ce que tu aurais voulu, parce que c'est le seul moyen de te garder vivante. » Elle resta là jusqu'au coucher du soleil, puis rentra chez elle. Thomas l'attendait. Ils dînèrent ensemble, parlèrent de leur journée, rirent même un peu. La maison était toujours vide sans Camille. Elle le serait toujours. Mais elle n'était plus un tombeau, elle redevenait un foyer. Quelques semaines plus tard, le docteur Moreau proposa à Marguerite de témoigner lors d'une conférence sur le deuil périnatal. Devant des centaines de professionnels de santé, Marguerite raconta son histoire, sa chute, sa reconstruction. La manière dont sa douleur était devenue son moteur. « La perte d'un enfant ne se surmonte pas, » dit-elle face à l'audience silencieuse. « On ne guérit pas. On apprend à vivre avec un morceau manquant. Mais on peut choisir ce qu'on fait de cette douleur. On peut la laisser nous détruire ou on peut la transformer en quelque chose qui aide les autres. Ma fille est morte. Mais à travers moi, à travers ce que je fais en sa mémoire, elle continue de sauver des vies. Pas physiquement, mais en donnant de l'espoir, de la force, de la lumière à ceux qui sont dans le noir. » L'applaudissement qui suivit fut long et respectueux. Plusieurs personnes vinrent la voir après, les larmes aux yeux, pour la remercier. En sortant de la salle, Marguerite leva les yeux vers le ciel parisien. Cette fois, les étoiles étaient visibles, brillantes, éternelles. Elle chercha la plus lumineuse et murmura « Merci, mon étoile, merci de m'avoir appris que même la plus grande douleur peut avoir un sens. » Elle rentra chez elle en marchant lentement, savourant l'air frais du printemps. La vie continuait, différente, marquée à jamais. Mais elle continuait. Et Marguerite Leclerc, mère de Camille, avait finalement compris que sa douleur n'était pas une fin. C'était un pont entre ceux qui souffrent et ceux qui peuvent encore être sauvés. La lumière de Camille ne s'était jamais éteinte. Elle brillait simplement à travers sa mère, illuminant le chemin des autres dans la nuit la plus sombre. Et Marguerite pensait que sa douleur n'aurait jamais de sens, mais ce qu'elle a découvert a non seulement transformé sa vie, mais aussi celle de dizaines de familles brisées. Si vous avez été touché par cette histoire, partagez-la avec quelqu'un qui traverse une épreuve difficile en ce moment. Dites-moi dans les commentaires quelles leçons vous retenez de ce voyage de Marguerite, car vos mots peuvent inspirer d'autres personnes qui en ont besoin. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui touchent l'âme et nous rappellent que même dans la nuit la plus noire, une lumière peut naître de notre douleur. Rappelez-vous toujours que votre souffrance peut avoir un but que vous ne voyez pas encore. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.